Qui dit conscience politique dit conscience civique et citoyenne. Car, après tout, l'objectif, c'est de vivre en harmonie dans la cité. L'objectif est très clair. Nous voulons parler aujourd'hui de jeunesse et de conscience politique. Selon le plus récent recensement général ivoirien, les jeunes représentent près de 75,6% de la population. Soit 3 personnes sur 4 en Côte d'Ivoire ont entre 18 et 35 ans, ou ont moins de 35 ans. Ça veut dire beaucoup de choses. Il est important qu'on en parle. Et pour parler, il faut parler clair et vrai. Alors, Kassa Bia Kassa. Toute parole est parole. Qui veut parler doit parler clair et vrai. Dans cet épisode, nous recevons des personnes de qualité. Nous les remercions dans un premier temps pour leur disponibilité et nous sommes ravis de pouvoir échanger avec eux. Oui, effectivement, moi j'entends très bien ce que tu dis. C'est qu'on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, quand tu essaies de dire quelque chose, quand tu es jeune ou un peu moins jeune et que tu dis quelque chose, on te catalogue directement avec un parti politique, alors qu'en réalité, tu veux juste dénoncer quelque chose, tu veux faire prendre des consciences sur un élément ou sur un fait. Et finalement, le message que tu veux véhiculer, il n'est pas entendu. Et sauf que quand on parle de messages qui doivent être véhiculés, ces derniers temps, enfin, du moins depuis ces dernières années, les messages sont véhiculés sur des plateformes, des réseaux sociaux. On est vraiment allé dans l'ère de la digitalisation. Et quand tout est digitalisé, toute l'information qui est publiée est accessible en ligne. Et là, enfin, quand je dis toute l'information, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a certaines informations qu'on recherche et qu'on ne retrouve jamais. Est-ce que c'est une volonté politique de ne pas les mettre en avant ou est-ce que c'est juste de la méconnaissance ? C'est des choses qui peuvent se discuter en fonction, et là encore, les avis pourront être partagés si tu es d'un parti politique ou d'un autre, tout simplement. Mais j'interviens effectivement sur ce point-là par rapport à la digitalisation parce que j'estime que c'est quelque chose d'assez assez important à mettre en avant. Et là, je me tourne vers toi, Khadija. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penserais qu'on aurait par exemple des propositions de pistes pour renforcer ou limiter les pratiques actuelles ? Mais avant de parler de ce renforcement, ces solutions, il faut impérativement faire un constat. Et j'aimerais bien que chacun de nous ici fasse un constat sur les réseaux sociaux, les enjeux ou l'enjeu de l'éveil des consciences de la jeunesse. Et est-ce que les réseaux sociaux ont cette capacité-là à pouvoir le faire ? Alors, un constat, donc quel est l'état des lieux actuels ? Exact, c'est ça. Ouais. C'est ça la question. Mm-hmm. Si on doit vraiment parler de l'état des lieux, à mon sens, mais je dirais que c'est pas terrible. Je dirais que c'est pas terrible. Est-ce qu'on doit en rire ou en pleurer que c'est pas terrible ? Bon, alors là, ça dépend du positionnement qu'on a. D'accord. Ok. Voilà. Moi, de mon positionnement, donc de par mon positionnement, je pense que moi, c'est pas drôle. Voilà. Je trouve pas ça particulièrement drôle. On doit pas en rire parce qu'après. Comme tu le signifiais en début d'activité, ouais. On a 75% de la population, enfin environ 75%, exact. Qui a entre 18 et 35 ans, sinon de moins de 35 ans, selon les statistiques exact. réelles. Ouais. Voilà, je peux me tromper. Alors, est-ce que si on se retrouve avec une grande partie donc, de ces 75% ouais. qui, justement, se sent obligé, donc qui a pour conception donc d'une jeunesse politisée, de la politique, de parler de façon très, on va dire, pas très, orthodoxe, pacifique. Voilà. Pas très correcte, je veux dire comme ça, de parler de façon pas très correcte, de dire des choses qu'il ne faut pas dire, de manquer de respect à des personnes qui sont plus âgées, de venir se prononcer sur des choses dont on n'a pas forcément, sur lesquelles on n'est pas forcément outillé pour se prononcer. Est-ce que ça, c'est intéressant ? Je pense que ça, c'est très... non seulement c'est dommage, mais en plus, c'est dangereux. Parce que justement, pourquoi c'est dommage ? C'est dommage parce qu'on se retrouve avec une forte masse donc, de population qui n'ont pas vraiment les outils qui ne sont pas vraiment une forte masse de population qui n'est pas vraiment outillée pour justement, on va dire,
assurer les jours à venir. Parce que dans quelques années, on aura donc, sur 5 Ivoiriens, on en aura 4 qui auront moins de 30 ans. Exact. On va dire comme ça. Donc, est-ce que ça, c'est... Enfin, est-ce que pour nous, déjà, est-ce qu'on a envie de se retrouver dans une société avec cette proportion donc, de personnes qui ne savent pas forcément de quoi ils parlent, qui ne savent pas forcément comment parler, qui ne savent pas forcément de quoi parler quand? Est-ce qu'on a envie de se retrouver avec ça? Je ne pense pas vraiment. Et puis après, c'est dangereux dans le sens où il y en a qui sont un peu plus jeunes que nous, qui sommes entre 18 et 35 ans. Donc, est-ce que ceux-là, vis-à-vis de ceux-là, est-ce qu'on a envie de rester dans ces postures-là et de leur communiquer cette image de jeunesse politisée? Donc, de leur donner l'impression qu'une jeunesse politisée, c'est une jeunesse qui sait comment utiliser les réseaux sociaux pour diffuser une information qui n'est pas forcément vérifiée. Exact. Est-ce qu'une jeunesse politisée, c'est justement cette jeunesse-là qui, sur Twitter, lance des spaces et qui, justement, à chaque prise de parole, se sont obligés de dire des gros mots pour faire passer des messages? Ou bien est-ce qu'on a envie de faire comprendre que cette jeunesse politisée-là, c'est justement des jeunes qui parlent de choses sur lesquelles ils n'ont pas forcément grande connaissance, mais qui se sentent obligés d'utiliser des termes parce qu'ils ont entendu parler de ces termes-là? Est-ce que c'est de ça qu'on a envie? Donc c'est dangereux parce que finalement, on va se retrouver avec une forte population, je n'ai pas envie de dire inavertie, voilà, politiquement inavertie. Est-ce que c'est l'idéal? Pas forcément. Donc, moi, je pense que l'état des lieux actuel, ce n'est pas forcément très reluisant. Okay. On va dire comme ça. Parce que quand j'observe tout ce qui, en termes de pratique, comment est-ce que des jeunes comme moi, ou même ceux qui sont un peu plus âgés donc, que moi, voilà, comment ils prennent la parole, comment ils passent des messages, comment ils réfléchissent sur certains sujets, comment ils font part de leurs réflexions. Moi, je trouve que parfois, c'est tellement virulent que ça te fait passer à côté du message, comme Eric le disait tout à l'heure. Ouais. Ce n'est pas forcément intéressant. Comme il l'a dit, il est plus intéressant de, justement, quand on a une très bonne conscience politique, de justement se dire, quand on est sur la place publique, il faut faire attention à ce qu'on dit et à comment on le dit, justement. C'est vrai. Il faut tenir compte de comment est-ce qu'on passe le message, du fond et de la forme. Donc, est-ce qu'on passe le message de sorte à ce que celui qui est en train de lire le message se dise « Ah ben tiens, celui-là, tel qu'il parle entre griffes de X parti ou de Y parti, ça me laisse penser qu'il est de ce parti ou de ce parti-là. » Ou est-ce qu'on a envie de se dire « C'est un citoyen qui est en train de donner son avis sur un sujet qui nous concerne tous. » Donc, il faut se poser déjà cette question-là avant de prendre la parole. Après, il est bien beau et c'est judicieux, justement, d'assumer ses positions, donc ses idéologies, si on défend un parti politique ou un autre. Mais est-ce que c'est de ça qu'on a besoin présentement? Je ne pense pas. Déjà, le challenge présent, c'est de pouvoir emmener les jeunes à s'intéresser à la chose politique, à comprendre déjà, parce que s'ils ne comprennent pas, ils ne vont pas s'y intéresser. C'est clair, c'est clair. Après, tout le monde peut y aller de sa version de l'histoire. Moi, au départ, justement, dans mon parcours académique, dans mon parcours même politique, on va dire, voilà, dans le parcours de mon éveil politique, j'ai été confrontée à ça. Il y avait plusieurs versions de l'histoire. Donc, selon que celui qui te fait part de cette histoire soit de tel parti ou de X parti, tu vas entendre que justement, c'est Y qui est venu avec ce concept-là. Ça a eu beaucoup d'impact voilà, sur notre pays. Tu vas entendre de l'autre que non, c'est plutôt tel personnage qui a. Au final, chaque histoire en fait, est liée à la sensibilité de l'auteur. Justement, mais on ne serait pas, les jeunes justement ne seraient pas confrontés à ça si les acteurs concernés déjà mettaient à disposition la documentation qu'il faut voilà. Parce que le problème qu'on a présentement, il faut le souligner, c'est que on est encore dans les méthodes entre griffes archaïques en termes de communication, même sur l'histoire politique de notre pays, parce que les acteurs, justement, ceux-là qui sont tributaires, justement, de cette histoire-là, ceux-là qui sont les principaux acteurs de cette histoire-là, ne nous donnent pas les informations qu'il faut en tant que jeunes. Donc, imagine que tu aies 18 ans et que tu décides, par exemple, je ne sais pas s'ils en disposent ou pas, que tu décides, par exemple, de te rendre au PDCI et de leur demander « Est-ce que je peux avoir une histoire du parcours de votre parti dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire ?» Est-ce que vous disposez de documentation, je ne sais pas, de livres, de rapports, ou même d'un petit film, voilà, qui raconte les différents acteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait,
qu'est-ce qui s'est passé et Quel a été leur votre impact, en fait. rôle Ouais. justement dans cette histoire-là. Je ne pense pas qu'ils en disposent. Donc déjà, ça limite les possibilités. Je pense que pour chacun des partis qu'on a présentement donc dans la sphère politique ivoirienne, on va être confronté à ça. Après, même au niveau donc, de nos bibliothèques nationales, c'est vrai qu'on a des écrivains, voilà, des aînés, des papas, voilà, qui ont écrit justement sur l'histoire politique ivoirienne. Mais est-ce que c'est écrit dans un langage que les jeunes... Lisible, ouais. Justement. Donc après, il appartient à nous autres qui sommes devanciers donc, en matière de conscience politique, de pouvoir démythifier cette information-là pour les plus jeunes. Parce que, je vais le redire, en tout cas pour ma part, si on ne comprend pas, on ne s'intéresse pas. Parce que moi, si je ne comprends pas, donc il y a différentes versions, je ne sais pas, on me parle d'ivoirité, on me parle de plusieurs choses. Après, on me parle de salaire des enseignants qui a été divisé par 2 en, je raconte, je ne sais même plus quelle année là, en 1990 ou 95, voilà. Ouais. Il y a tout un tas d'informations. Exact. Mais est-ce que je dispose donc de documentation qui me permet de me dire, eh bien, dans l'histoire de mon pays, en telle année, voici ce qui s'est passé, exact. En telle année, voilà. Donc, c'est vrai on peut avoir accès à cette documentation, à ces informations-là sur Internet, mais est-ce qu'on dispose de données qui sont justement agrégées sur la question? Parce qu'il faut comprendre avant de pouvoir s'intéresser. Exact. Si tu ne comprends pas, tu t'intéresses mal. Mais moi, je trouve qu'effectivement, c'est très bien de parler de cela et tout. C'est que, et là encore, même quand on parle d'Internet ou on parle d'accessibilité à la documentation, je vais prendre un exemple, une situation que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait, comment dire, je ne vais pas dire l'erreur, mais je me suis dit, je vais essayer quelque chose. J'ai contacté toutes les personnes que je connais dans l'ensemble des partis politiques ivoiriens à ce jour. C'était en 2024, je les ai contactés. Je leur ai demandé, est-ce que chacun de vous a un site web? Déjà, première chose, 80% n'avaient pas de site web. Et je te dirais que 100%, s'ils avaient un site web, c'est que le site web était mal documenté et tu ne trouvais pas les infos que tu recherchais. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que pour un parti qui est... Enfin, je ne dirai pas le nom du parti parce que ça se refait. Je devrais parler de tous les autres partis aussi en les nommant. Mais pour un parti, j'ai posé la question à un militant. Comment est-ce que je peux avoir toute la documentation qui concerne votre parti, l'histoire de votre parti? Qu'est-ce que vous proposez en termes d'offres politiques? Qu'est-ce que vous avez comme programme que vous avez proposé, que vous voulez exécuter? La première réponse qu'il m'a dit, c'est qu'il faut partir au siège de notre parti, tu auras l'information. Donc, je me suis dit directement, donc ça veut dire que moi, je suis un jeune, je vais gaspiller mes 1000 francs, je vais prendre un transport, déjà que je n'ai pas forcément ces 1000 francs-là, pour aller chercher une information, pour dire que je vais faire cette réflexion dessus. Je préfère prendre ces 1000 francs pour m'acheter un livre à côté de chez moi à la maison, et je vais lire, qui ne va pas me parler de politique, et je vais faire toute autre chose. Et en fait, ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, les jeunes, en fait, en réalité, ils n'ont pas accès à l'information. Ils n'ont vraiment pas accès à l'information. Et là, même quand on va aller sur des personnes qui sont beaucoup moins jeunes, et quand on fait le parallèle avec les différentes tracasseries qu'on a à faire pour les administrations, tu veux faire quelque chose, il faut que tu ailles dans tel endroit pour réaliser cette chose-là, ça décourage. Ça décourage. Ouais. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce qu'il faut contextualiser la situation. D'accord. Ce que, par exemple, toi, tu as demandé aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore élitiste pour l'Ivoirien. Parce que il faut comprendre le fonctionnement des partis politiques. C'est des cas rares que vous soumettez pour que vous ayez des personnes qui s'intéressent à la politique, qui veulent comprendre l'histoire aujourd'hui. Ce n'est pas le plus important pour la masse parce qu'ils ne sont pas arrivés à la politique en recherchant à comprendre une idéologie. Non. Okay. La plupart des jeunes aujourd'hui sont arrivés à la politique par émotion, par le vécu des aînés, ce qu'ils ont vécu. Ils ont grandi sur certains prismes, une certaine partie de la vérité. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont engagés. Il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, on a quand même, je crois, 49% de taux d'analphabétisme. C'est-à-dire qu'on a la moitié de la population qui est analphabète. Le taux de pénétration d'Internet, c'est 65% maximum. C'est 65%. Il faut comprendre qu'il y a quand même 90% de l'information qui n'est pas juste. Donc, dans cette masse, comment se retrouve clairement un jeune? Parce que c'est ça aussi, c'est bien beau de dire aux gens de s'intéresser à la conscience politique, mais comment ils se retrouvent? Déjà, Internet, c'est une chose qui est élitiste. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est élitiste. On parle aujourd'hui, oui, du taux de pénétration, on a 50% de la personne, et ça encore, c'est les chiffres de l'UNESCO, peut-être qu'on sait encore plus, 50%, la moitié des Ivoiriens qui sont analphabètes.
mais qui doivent quand même avoir une conscience politique. C'est pour ça que je parle d'engagement communautaire positif. Quand vous avez aujourd'hui des cadres, des personnes avec certains postes qui vont dans des villages pour dire que oui, on va vous apporter des routes et que vous savez que ce n'est peut-être pas le rôle d'un député et qui raconte des âneries. Ah bah ça, mais c'est vous, dans l'élite, qui comprenez cela. La personne qui n'a aucune conscience politique, qui ne sait rien de la politique, bon, il boit tout ça. Parce que c'est ça aujourd'hui. Il faut comprendre pourquoi dans certains partis, on n'a pas de documentation et autres. Parce que ça n'intéresse pas. Si beaucoup plus de jeunes s'intéressaient à la chose politique, beaucoup plus de jeunes recherchaient l'historique des différents partis, ça allait se mettre en place. Mais on le met en place pour qui ? C'est la réalité. Moi, j'ai travaillé pour certaines structures, pour certaines personnes engagées dans la politique, quand on proposait des nouveaux outils, des hauts cadres qui m'ont clairement dit ça ne fonctionne pas. Chez moi, dans ma région, personne n'a la télé, personne n'a Internet. Tout le monde regarde que la chaîne nationale et le journal télévisé de 20 heures. Donc, mon information, pour moi, elle doit passer au journal de 20 heures. Tout ce qui se raconte sur Internet et autres, c'est vous à Abidjan. Donc, il faut comprendre, en fait, comment la politique est sanée. Si les jeunes n'ont pas un engagement communautaire positif, s'il n'y a pas plus de personnes qui militent dans les associations, dans les ONG pour apporter le développement dans leur région, et que vous allez trouver quelqu'un dans son village qui n'a pas d'électricité depuis 15-20 ans, un député vient lui dire qu'il y aura l'électricité et qu'il y a un programme gouvernemental qui existe depuis peut-être 10-15 ans, qui est mis en place à ce moment qu'il a l'électricité, pourquoi voulez-vous qu'il aille chercher plus loin ? C'est aujourd'hui qu'il a eu l'électricité à cause de ce qui est... Parce qu'il n'a pas l'information. Il faut comprendre l'ignorance des gens. Et c'est sur ça que ça appuie nos partis pour recruter. Parce que la jeunesse qui peut comprendre les choses ne s'intéresse pas. Donc, on est plus focus sur ces 50% d'analphabètes qui renforcent l'électorat. Donc, si vous allez dire un villageois qui a besoin d'un moulin ou qui a besoin de l'eau dans son village, vous allez venir poser toutes ces questions de développement. En vrai, il n'en a rien à cirer. Voilà. Pour lui, le développement part déjà au fait qu'il n'a pas besoin de faire des kilomètres pour aller à l'hôpital, qu'il y a une route chez lui et qu'il arrive. Et ça, déjà, en s'intéressant à la conscience politique, à l'engagement positif communautaire, la jeunesse aurait pu déjà apporter ce minimum de développement. De sorte à ce que quand quelqu'un me dit, bon, on va vous apporter de l'eau ou autre, il a déjà compris que mais ce n'est pas ton rôle. Juste poser la question. Bon, vraiment... On nous a déjà instruits sur ça et ce n'est pas vraiment votre rôle. Donc, comme on a dit, c'est ce que vous pouvez nous expliquer. Si on avait déjà ce travail préalable, ce minimum qui était déjà fait, on ne serait pas à ce niveau de politique aujourd'hui. Parce que c'est véritablement ça le problème. Je pense que la conscience politique, la digitalisation, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le moyen le plus efficace. Parce que Internet est encore très élitiste. C'est pas quelque chose qui est accessible pour la plus grande partie du pays et il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à Internet. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à toutes ces plateformes, à toutes ces belles actions qui sont mises en valeur sur le net. Il y a aussi le développement le revers de la médaille, le développement de tout ce qui est fake news, de ces personnes, de ces activistes qui contribuent à rendre ce cyberespace malsain avec des informations qui ne sont pas justes, à véhiculer des messages de haine qui sont beaucoup plus nombreux que ces personnes qui sont dans la recherche, dans la divulgation, dans le partage de bons contenus. Donc, dans cet univers-là, vous ne pouvez pas réellement sentir les efforts qui sont faits par toutes ces associations. Voilà. L'idée serait bien que toute cette jeunesse commence déjà par cette base. Les partis, c'est bien, il y a des partis sur une idéologie, mais on peut s'intéresser à la politique sans forcément militer dans un parti. Ce serait bien de le faire dans un parti. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a même pas la notion de sympathisant. Ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on peut être sympathisant d'un parti sans forcément adhérer à tout ce qui s'y passe. C'est toutes ces notions qu'il faut déjà expliquer aux gens. Parce qu'il suffit de donner son point de vue sur un sujet, on est catalogué. C'est ça en Côte d'Ivoire le problème. On est catalogué. Dès que quelqu'un va dire qu'il est de la société civile, on dit société civile, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas faire de la politique et tout. Parce que c'est mal compris, c'est mal expliqué. Et je pense que c'est un des points sur lesquels on doit réellement travailler. La digitalisation, c'est bien. Ce qui se passe sur ces différentes plateformes, c'est un pas, mais ce n'est vraiment pas encore suffisant. D'accord. Je trouve ça très intéressant, Eric. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, juste pour répondre rapidement à deux, trois points, parce que j'allais sur une autre piste. Les partis politiques, moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, en tout cas, je l'ai dit, j'ai fait partie d'un parti politique et je sais exactement, par rapport au site Internet, je peux le dire, souvent, il y a deux problèmes dans les partis politiques. Ils ont du mal à recruter des compétences. Parce que pour avoir un site Internet, soit tu as des fonds,
Okay. Et la plus grande majorité des partis n'ont pas énormément de fonds, puisque très généralement, c'est sur les cotisations des membres, ce qui est très difficile à obtenir et à recouvrer. Je peux témoigner de ça. Donc souvent, ils n'ont pas les moyens de tenir sur le long terme. Ils vont lancer un site une année pour faire joli, et puis après, un site, ça s'entretient. Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Ou alors, la personne qui est la seule compétence du parti qui peut s'en occuper, peut-être est passée à autre chose. Il a peut-être du travail, il a sa famille à s'occuper. Donc, du coup, il néglige un peu, et puis on ne retrouve rien. Ou dans l'autre sens, c'est qu'ils n'ont pas de fonds du tout pour se lancer dessus. Donc, ce n'est pas pour leur donner une excuse, mais j'explique. Voilà, c'est une réalité que j'ai vécue. Et deuxième chose, je voulais parler de l'indépendance des médias. Effectivement, une grande majorité des gens regardent la télévision. Exact. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la TNT, donc on a des chaînes supplémentaires, mais la grande majorité des gens regardent plutôt la chaîne nationale. Donc forcément, dans certains pays, on demande à ce qu'il y ait une pluralité politique sur la chaîne nationale, parce que c'est quand même un service public. Ce n'est pas le service d'un parti, du parti au pouvoir. Ouais. Mais si c'est le parti au pouvoir qu'on voit en majorité sur la chaîne nationale, forcément, des gens ne voient que ça. Et vous savez, les communicants sont très forts. Hein. C'est du storytelling. On peut, en quelques années, former des jeunes pour leur dire que telle personne, c'est le meilleur du monde, en fait. Parce qu'on va vous matraquer ça tous les jours. Et les communicants savent le faire. Donc, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais moi, je pense que si on veut aborder ces sujets, il faut être très honnête. Hein. Il faut avoir une attitude holistique. Il faut regarder ça dans un grand ensemble. Parce que tout est imbriqué, en fait. Là, nous, on est en train de parler de l'engagement des jeunes. Et tout à l'heure, Liam a dit quelque chose de super important. Il a parlé des fake news. Vous savez, j'ai découvert une théorie dernièrement qui m'a fait beaucoup rigoler. Ça s'appelle la théorie de Brandolini. C'est une théorie qui explique qu'il faut 2 fois plus de temps pour déconstruire un mensonge qui a été expliqué à quelqu'un. Donc, effectivement, si vous passez 1 mois à expliquer à quelqu'un que le PIB, ce n'est pas important, par exemple, c'est vraiment un exemple que je donne comme ça, il vous faut 2 mois pour déconstruire ça dans la tête de la personne. Si jamais vous retrouvez la même personne. Et encore, pendant que vous êtes en train de déconstruire, c'est exactement ça. Il transfère quelque chose. Donc, ça demande beaucoup plus de temps, justement. Et vraiment, c'est un vrai foutoir, excuse-moi le thème. C'est pour ça que je disais que j'ai une attitude qui est beaucoup plus mesurée aujourd'hui. J'ai moins tendance à pointer du doigt les gens. Parce que je me rends compte qu'en réalité, ce qu'on voyait, c'était juste l'iceberg. Il y a un fond beaucoup plus, et c'est surtout sur ça que je voulais revenir. On parle beaucoup de jeunesse, mais j'ai souvent l'impression que quand on discute de jeunesse, on a tendance à définir la jeunesse comme une donnée démographique. On a beaucoup parlé ici de 18-35 ans, de 10 à 35 ans, mais en réalité, 18 à 35 ans, ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut absolument rien dire. Vous prenez des jeunes de 18 à 35 ans qui vivent à Cocody, en plein centre-ville, là, ils n'ont pas la même conscience politique que le jeune de 18-35 ans qui vit au fin fond du village. C'est vrai. Déjà, il n'a pas le même niveau d'éducation. Il n'a pas le même accès. Moi, je me souviens, en 2022, avec mes camarades de la garde citoyenne, on est parti dans les écoles publiques de Lakota, de Divo, de toute la région, cette région-là, pour planter des arbres dans les écoles. C'était ça notre mission de départ. Sauf que moi, c'était vraiment la première fois que je m'intéressais vraiment à ce domaine de l'éducation et tout ça. Première chose déjà, j'ai remarqué que nos écoles n'ont pas de bibliothèque. Donc, à mon retour sur Abidjan, je regarde les chiffres, j'essaie de trouver des chiffres. Je trouve des chiffres sur la KIDP, merci à eux parce qu'ils nous donnent beaucoup d'infos. Et effectivement, l'analyse, c'est que 12,4% des écoles primaires, collèges et autres en Côte d'Ivoire ont une bibliothèque. Et attention, quand on dit qu'ils ont une bibliothèque, on a constaté qu'elle existe. Ça ne veut pas dire qu'elle est occupée ou qu'il y a des bouquins dedans. Qu'il y a des livres dedans. Donc déjà, ça c'est quelque chose. Parce qu'il faut faire attention aux chiffres. Et pour les écoles publiques, c'est 11%. Donc ça veut dire quasiment 90% des gens n'ont pas accès aux livres, en fait. Vous voyez ? Donc ça, et quand on regarde le chiffre pour les villes, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus. Et à l'intérieur, c'est beaucoup moins. Donc, vous voyez qu'il y a déjà cette première disparité qui arrive. Donc je voudrais déjà, je pense qu'on le met pour ceux qui vont nous regarder, qu'on commence à penser à cette question de la jeunesse, non pas en termes de leur âge, de démographie, dans un enclos, mais de se demander qu'est-ce que cette jeunesse sait. Quelles sont les influences qu'elles ont. Et en fait, moi, je le vois, il y a 2 choses. Il y a d'abord les valeurs d'un côté, et il y a la connaissance. Les valeurs, c'est ce qu'on apprend, c'est l'éducation. Mais ce n'est pas que l'éducation. Quand je parle d'éducation, je parle de l'éducation qu'on donne à la maison. Pour vous donner un autre exemple qui m'a choqué, moi, personnellement, parce que je suis un fouineur un peu. Une fois qu'on a fini de planter les arbres, la première chose que je faisais, c'est de visiter l'école. Donc, les enseignants nous ont trop bien reçus. C'est l'école. Et il y a un endroit où je me rendais compte que les enseignants ne nous emmenaient pas là-bas.
Et moi, j'y suis allé. Ce sont les toilettes. Ouais. J'ai des images, je pense que je vais les publier assez rapidement, parce que je les ai depuis 2022, mais c'est maintenant que j'ai vraiment envie d'en parler. Comment vous voulez apprendre l'hygiène à un enfant alors qu'il n'y a pas de lavabo pour se laver les mains? Je pense que des gens ont appris en Côte d'Ivoire qu'on lave ses mains à cause du coronavirus. Les gens n'ont pas l'habitude de laver leurs mains, parce qu'on ne leur a pas appris ça. Mais pour leur apprendre ça, il faut qu'il y ait des lavabos. Pour apprendre à quelqu'un que les excréments peuvent créer ou donner à quelqu'un la fièvre jaune ou d'autres maladies, il faut déjà qu'il apprenne que les excréments, ça ne se fait pas au bord de la route. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, c'est vous dire, déjà en termes de valeurs, là, dans la cellule familiale, il y a des valeurs qu'on n'inculque pas aux Ivoiriens, déjà, aux jeunes Ivoiriens. Ensuite, la société elle-même, parce qu'il y a l'éducation de la maison, mais il y a aussi l'éducation en griffe de la rue. Donc, c'est la société en général. Il y a ce que la société a l'habitude de donner aux jeunes comme valeur. Aujourd'hui, pour moi, ce que je lis sur les réseaux sociaux, la valeur numéro 1 de l'Ivoirien aujourd'hui, c'est l'argent. C'est vrai. Si vous pouvez avoir 18 ans, si vous êtes riche, on va vous appeler vieux père. Le boss. Et quand vous allez avoir 50 ans, si vous n'avez pas d'argent, vous allez appeler le gars de 8 ans mon vieux père. Et vous allez dire, je suis ton fils. C'est vrai. Bon. On apprend ça à des gens, qu'il faut apprendre à fermer sa gueule, il faut apprendre à être courtisan pour pouvoir gagner quelque chose. Bon, si vous imaginez l'autre, il apprend qu'il suffit simplement de se calmer, de faire des salam-alek pour qu'on lui donne... C'est ce qu'on dit. Il y a des discours. Moi, j'ai vu des discours extrêmement graves dans lesquels j'ai envie de dire aux populations, aux intellectuels, mais réveillez-vous, faites quelque chose. Tout à l'heure, on parlait des médias. S'il y avait vraiment une indépendance des médias, il y a des choses qui ne pourraient pas passer. Parce qu'il y a des pays, vous faites ça, votre carrière est foutue. Vous ne pouvez pas, en tant que responsable politique, et je ne nommerai personne, aller dans une région et dire aux gens, si vous ne votez pas le représentant du président, vous n'aurez pas de route. Et même si vous-même vous construisez des écoles, nous, là, on ne vous donnera pas d'enseignants. On ne dit pas ça. C'est clair. C'est du chantage. Je veux dire, ça, vous le faites ailleurs, votre carrière est terminée. Et tous ceux qui sont solidaires de vous, leur carrière aussi est terminée. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Donc, le jeune, il voit ça aussi. Et tu vois, on en revient au ça ne va pas quelque part. Oui, la maxime. Le jeune, il entend. Il entend que celui qui a dit ça, il va même être, au contraire, même c'est lui qu'on va encenser, c'est lui qu'on va même récompenser d'un poste supplémentaire. Exact. Il comprend que dans ce cas, il faut être loyal. Et si vous avez remarqué, en politique en Côte d'Ivoire, on a souvent tendance à mettre la loyauté comme une valeur. Et celui qui n'est pas loyal, celui qui ose critiquer, même dans son propre camp, il est tout de suite dégommé. Donc les gens apprennent. Les jeunes, ils ne font que recopier ce qu'ils voient. Donc, vous voyez, en fait, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on voit la jeunesse comme un chiffre, il faut qu'on la voit comme la masse des choses qu'on apprend à quelqu'un. Et en dehors des valeurs, il y a aussi la connaissance en elle-même. C'est là où c'est encore plus grave, parce que c'est l'instruction. Et tout à l'heure, Khadija l'a dit très bien, vous ne pouvez pas intéresser quelqu'un à quelque chose qu'il ne connaît pas. Je vous dis tout de suite, moi, j'ai commencé à payer des factures de courant quand j'avais 22 ans. J'avais mon propre appartement, je payais mes factures de courant. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, je savais qu'il fallait éteindre les lumières quand je sortais de l'université. C'est clair. Oui. Si la facture augmente, oui, je m'intéresse. Mais vous ne payez pas de facture. Pourquoi vous vous intéressez aux 10% d'augmentation de l'électricité? Ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas vous qui payez. À quel âge un jeune Ivoirien aujourd'hui accède à un appartement ou à un premier emploi? Ailleurs, c'est 18 ans, 20 ans. Chez nous, c'est souvent 30 ans, 35 ans, 40 ans. Donc forcément, 18 à 35 ans, là, il n'a pas le temps de s'occuper de politique ou s'intéresser à la politique. Donc, il s'intéresse aux choses normales. On le considère même presque comme un enfant, parce que justement, il n'a pas les moyens financiers d'être un adulte. On n'est pas adulte parce qu'on a un âge spécifique, on est adulte parce qu'on est capable de s'assumer. Donc, clairement, si demain, des mesures sont mises en place par nos gouvernements pour que l'âge moyen, par exemple, du mariage soit plutôt 22 ans au lieu d'être 35 ans aujourd'hui ou 40 ans, vous allez voir tout de suite que quelqu'un qui est père de famille, qui paye la popote, qui paye le courant, qui paye le gaz, je vous assure qu'il s'intéresse à ces questions-là. Donc, c'est pour ça que je veux dire qu'il faut vraiment que dans nos discussions, et des discussions qui vont être générées par la discussion que nous avons ici, que cette donnée-là revienne. Parce qu'on entend trop souvent, il faut passer le relais à une nouvelle génération, mais ça ne veut rien dire. Il y a des gens de 25 ans aujourd'hui qui ont de la vision des gens de 80 ans. C'est vrai. Il y a des gens qui sont nés en 2020, là, mais ils ont une vision de la politique de 1960. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas choqués parce que, je ne sais pas moi, il n'y a pas de pluralisme politique. Dernièrement, moi, j'étais très outré par ça en 2020. C'est une des choses qui m'avait le plus énervé. Il n'y a pas eu de débat politique. C'est la première fois que je voyais une élection sans débat politique entre les candidats. Personne n'a parlé. Bon, je dis, mais attends, nous, on fait l'élection, on n'a pas discuté,
on ne sait même pas ce que... Bon, c'est fini, on passe comme ça. La paix. Personne n'est choqué par ça. Bon, au bout d'un moment, le jeune, il voit ça, il comprend que non, il y a des choses... Il y a une manière de faire la politique. Ouais, exact. Donc nous qui venons derrière et qui essayons de changer les choses, Ouais. on est en train en fait d'essayer d'influencer la partie valeur. Mhm. Et c'est la chose la plus difficile. L'instruction, c'est facile. Il suffit de changer demain le ministre de l'Éducation nationale, de changer les programmes, et tout de suite, vous allez voir qu'il y a un petit changement qui va se faire. Il y a des pays aujourd'hui qui ont décidé de reculer sur l'utilisation du français, notamment le Rwanda, et de mettre un peu plus en avant l'anglais. Okay. Vous allez voir tout de suite que les jeunes Rwandais vont désormais non plus se tourner vers la France pour faire leurs études, mais vont plutôt se tourner vers les États-Unis ou l'Angleterre, où il y a une vision différente des choses, où il y a des valeurs différentes qui sont mises sur la table. Et automatiquement, ça va impliquer un changement dans la société, parce que la société n'est rien d'autre que l'addition des citoyens. Donc si vous changez vos citoyens, si vous les éduquez mieux, moi je vous ai dit, j'ai commencé mon engagement très très jeune, j'avais 10, 11, 12 ans. Je lisais des choses qui me révoltaient. J'ai lu Le Vieux Nègre et la médaille. Bon, vous lisez ça, vous sortez tout de suite, vous comprenez que, ah bon, donc on peut utiliser quelqu'un et puis le jeter, lui offrir une médaille qui est juste factice, mais pas un vrai changement dans sa vie. À 12 ans, vous comprenez qu'il y a la notion de l'injustice et que l'injustice, ce n'est pas une bonne chose. Et quand vous apprenez ça en grandissant, forcément, vous serez du côté de ceux qui ne vont jamais accepter l'injustice, même quand quand ça vous profite. Et c'est tout ça qu'il faut faire. Et donc, moi, je dis, commençons déjà par changer les valeurs, par sanctionner les valeurs qui sont des contre-valeurs, les sanctionner durement pour que les jeunes, qu'ils aient 18, 25 ou 35 ans, comprennent que ça ne se fait plus. Ça, ce n'est plus accepté par la société. Parce que tant que ça le sera, ils ne vont rien changer.